D'après un expert du ministère de l'Environnement, le bassin de rétention endommagé contenait plusieurs millions de mètres cubes d'électrolytes, un liquide hautement corrosif utilisé dans les procédés miniers. La rupture aurait provoqué un effondrement du bassin, créant un large trou par lequel le liquide s'échappe avant de se déverser dans le réseau des canalisations, atteignant ainsi les zones habitées. Il est certes que ces entreprises, quand elles arrivent, elles accèdent à des concessions mesurées à centaines de carrés miniers et via le droit de propriété sanctionné par les permis d'exploitation, les permis de recherche et tout le reste. Mais il est aussi vrai que la même réglementation qui leur donne ces droits de propriété, temporaires soit-il, tient aussi compte ou appelle à la protection des droits des communautés que la compagnie minière trouve dans la partie acquise comme concession. La réglementation va même un peu plus loin pour parler de la protection des patrimoines, des zones protégées, des infrastructures historiques. Entendre parler du lycée dans les médias et le voir, le visiter, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'un patrimoine dont la valeur est inestimable. Ce patrimoine est entièrement construit en pierre. Et quand vous voyez les bâtiments, ce sont des bâtiments bien construits, en dur. Alors, depuis que le lycée Lubusha a été créé, au départ, tout était calme et ces milieux vivaient dans la tranquillité. Mais malheureusement, avec l'existence de ces deux entreprises qui sont implantées sur place, d'abord l'entreprise Comilou, qui est l'entreprise XLM. C'est des entreprises qui nous prennent en étau parce qu'ils sont de part et d'autre, du côté est-ouest et du côté est-sud. Donc nous sommes pris en étau par ces deux entreprises. C'est avec ces deux entreprises que le lycée Lubusha connaît beaucoup plus de problèmes, et surtout les plans. Les bâtiments ne savent pas tenir par rapport aux vibrations, les dynamites qui sont en train d'utiliser, les explosifs utilisés régulièrement, et le bruit des engins, et les explosifs qui créent des dégâts par rapport aux bâtiments, parce que le bâtiment est impacté négativement. Nous avons des fissures partout. Et ces exploitations créent non seulement des dégâts matériels, mais aussi des dégâts psychologiques. Parce qu'avec le dynamitage, les enfants sont en pleine classe, on reçoit ces bruits-là des explosifs, donc ça perturbe tout l'être. Nous sommes ici et nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés pourquoi? Parce que nous sommes pollués par l'air. Des fois, nous pouvons être là ici et d'habitude le mardi et le jeudi. Il y a des tremblements, des explosions. Donc, quand ça explose comme ça, la poussière monte. Et nous sommes vraiment traumatisés par ça. Nous demandons à toutes ces personnes qui nous suivent de pouvoir nous aider. Parce que cette école n'est pas seulement un simple bâtiment, c'est un bijou. C'est une mère pour moi, personnellement. C'est là que j'ai appris vraiment à me retrouver moi-même, en fait. Donc nous demandons à toutes ces personnes qui nous suivent de pouvoir combattre pour nous, contre ces prédateurs qui sont assoiffés d'argent. Parce que nous ne voulons pas que, arrivé l'année prochaine, on nous dit non, on a détruit le lycée Lubusha. Ça se dira toujours, le lycée Lubusha ne tombera jamais. Ça nous fait peur d'apprendre un jour qu'on a démoli ces bâtiments, donc on a effacé notre histoire parce que c'est ici qu'il y a notre histoire. Dans les quatre coins de ces murs, c'est ici qu'il y a nos souvenirs, notre histoire. C'est ici que nous avons pu apprendre à être social avec les gens, disons. Et toute la population dit non à la délocalisation de ces milieux.
Parce que ces milieux, ces bâtiments que vous voyez, que vous allez visiter, de très beaux bâtiments constituent la fierté nationale. Parce qu'il n'y en a pas deux au pays. Et si je dois aller au-delà, même en Afrique, il n'y en a pas deux. C'est une fierté nationale. Voilà pourquoi nous lançons un cri d'alarme par rapport à toutes ces personnes qui nous écoutent, surtout des gens de bonne volonté. Voilà pourquoi notre cri d'alarme est aussi lancé à l'UNESCO, que ces patrimoines soient protégés. Nous disons non à la délocalisation du lycée Lubusha. Les entreprises brandissent plutôt les dispositions qui leur donnent ces droits de délocaliser, n'appliquent jamais les dispositions qui appellent au respect des droits des communautés. Et ça devient un peu comme une application de la loi à double vitesse. Je brandis la loi quand il s'agit de mon intérêt et je cache la loi ou je la piétine quand il s'agit de l'intérêt des autres. Ce qui ne peut pas garantir une exploitation minière juste. Et donc, avec tous ces cas de délocalisation accompagnés de violations graves des droits humains, notamment les droits des communautés locales, il est difficile que nous puissions vraiment parler d'une transition énergétique juste. Quel est le coût aujourd'hui en termes de droits humains, les coûts que payent les communautés locales situées en amont de cette chaîne d'approvisionnement? Aujourd'hui, ce coût est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars s'il faut les évaluer en termes de monnaie. Donc c'est plus même que les investissements matériels, techniques qui sont faits par les entreprises. Mais on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte parce qu'on pense que ces populations n'ont pas droit à la vie. Ces populations doivent subir tout ce qu'elles peuvent subir pourvu que le monde accède aux minéraux stratégiques pour résoudre aujourd'hui un phénomène mondial qui est celui des changements climatiques. Si on veut parler de la transition énergétique et qu'on veut qu'elle soit vraiment une transition juste et équitable, les parties prenantes doivent veiller sérieusement sur les violations des droits humains qui se produisent en amont de la chaîne d'approvisionnement. Comme je disais, où les entreprises se soucient vraiment particulièrement de la rente, du bénéfice qu'elles sont censées tirer et de mettre sur les marchés mondiaux les produits, les minéraux stratégiques pour répondre à la demande. Mais ces communautés qui subissent ces coûts-là, elles deviennent qui? Elles deviennent qui avec surtout la croissance de la demande de ces minéraux stratégiques aujourd'hui? Je pense que l'alternative, en fait, à la question minière qui nous préoccupe ces derniers temps, avec tous les changements que le Père Général, la Compagnie de Jésus, appelle épocaux, les changements d'une époque, c'est de nous rendre compte d'abord, de vraiment prendre conscience que les solutions du marché ne sont pas les seules solutions. La question néolibérale où tout se vend, tout se commodifie, tout s'achète, nos vies comme l'environnement, comme la création, ça ne peut pas être une solution, ça fait partie du problème. Et donc pour nous, le plus important c'est de nous rendre compte que ce ne sont pas les pierres précieuses ou les billets des banques que nous allons manger, mais c'est quel rapport nous continuons à entretenir avec l'environnement. C'est l'agriculture par exemple. Ici au CARF, ce que nous faisons, nous accompagnons des femmes, n'est-ce pas? Nous avons des projets pour aider les femmes à faire cette transition, quitter les espaces des mines à l'exploitation minière pour développer des activités génératrices de revenus qui sont agro-pastorales, n'est-ce pas? C'est l'agriculture, c'est les maraîchères, c'est l'élevage et ça donne de la nourriture et de la bonne nourriture, ça donne aussi des occupations et c'est des bonnes occupations, ça refait en fait une relation avec le monde, l'univers, l'environnement, la communauté, la création et même l'au-delà si vous voulez, le centre de notre développement humain. Donc voilà un peu ce que nous essayons de faire au CARF, dans cet accompagnement des femmes et dans cette nouvelle prise de conscience par rapport à tous ces changements climatiques et changements